Voilà, bonjour à tout le monde. Alors il m'a été demandé aujourd'hui de présenter mes travaux qui sont en cours sur la planification des démarches d'évaluation des apprentissages. Donc comment la planification peut-elle favoriser une évaluation au service des apprentissages des élèves dans la classe? Ces points me mèneront surtout principalement à discuter d'une planification flexible des démarches d'évaluation intégrées à la planification de l'enseignement et de l'apprentissage. Quand on parle de planification dans la littérature, on est donc sur des actions et des compétences en fait de l'enseignant individuel, mais aussi en équipe, dans le collectif, qui comprend pas seulement l'opérationnalisation d'un plan ou d'un projet d'enseignement et d'apprentissage, mais toutes les actions qui sont la réflexion, la prise de décision, l'opérationnalisation du projet, mais aussi le jugement de ses choix. Il est prouvé depuis très longtemps que la planification apporte des bienfaits à l'enseignement, permet d'atteindre un enseignement de qualité, c'est-à-dire permet à l'enseignant et à l'élève d'atteindre les cibles qu'il a fixées, voire même d'aller plus loin. Sans planification, le risque, c'est que l'évaluation reste un après-coup, une démarche plutôt administrative qui est découplée en fait des processus d'enseignement et d'apprentissage. Dans la littérature, les apports positifs de la planification sont connus depuis très longtemps. La fameuse métasynthèse de John Hattie montre qu'un apprentissage ciblé, c'est-à-dire définir les objectifs et se servir des objectifs et des critères de réussite peut avoir un impact très fort sur les apprentissages des élèves. Un apprentissage ciblé favorise aussi la clarté de l'enseignant, qui est aussi classé par cette métasynthèse comme l'un des facteurs ayant le plus d'impact sur les pratiques, sur l'apprentissage des élèves. Dans le champ spécifique de l'évaluation des apprentissages, on connaît aussi depuis longtemps, des études empiriques ont prouvé que la performance des élèves est améliorée lorsqu'ils sont en connaissance des objectifs qui sont évalués. La planification à rebours ou conception à rebours de Wiggins et McTighe est connue aussi depuis longtemps comme un moyen efficace pour un apprentissage ciblé et est reconnue comme l'un des meilleurs moyens pour maximiser l'apprentissage. Alors je trouvais important aujourd'hui de faire un petit détour justement sur qu'est-ce que concrètement la planification à rebours ou la conception à rebours. En fait, la planification à rebours place l'évaluation au cœur de la planification. Elle va plus loin que la simple identification des objectifs d'apprentissage et demande aux enseignants en fait, de penser dès le départ comme des évaluateurs ou des évaluatrices. La planification à rebours suit 3 étapes hiérarchiques. Premièrement, déterminer les résultats escomptés. Commencer par identifier clairement les cibles à atteindre, que ce soit des compétences, des objectifs, les identifier dans les programmes, fixer des priorités, structurer la matière, le savoir qui est en jeu, qui sera à atteindre. Deuxième étape, déterminer des preuves valables. Une fois que ces cibles ont été identifiées, il faut savoir à quel point elles doivent être atteintes. Donc on est dans l'identification, l'enseignant est amené à identifier plus précisément à quoi ressemble la réussite. Par exemple, il réfléchit, encore une fois de manière individuelle ou collective, à quelles seront les situations à la fin de la séquence d'enseignement-apprentissage qui vont permettre, ou pendant la séquence, qui vont permettre justement d'attester, d'observer cette progression, cette réussite. Et aussi un gros travail à faire sur quels sont les critères. Quels sont les critères qui vont permettre justement d'attester, d'observer la progression et l'acquisition des apprentissages. La troisième étape, enfin, c'est l'opérationnalisation de ce projet, où l'enseignant prévoit les expériences d'apprentissage et d'enseignement, la pédagogie à privilégier, les stratégies d'enseignement, les moyens principaux, les activités principales. Donc vous l'aurez compris, la planification à rebours
Ce n'est pas l'idée d'atteindre, de créer un test et d'enseigner pour la réussite de ce test, mais c'est bien une réflexion, une analyse a priori de quelle est la réussite et comment on peut atteindre cette réussite. On aura compris que la littérature met vraiment de l'avant et montre l'efficacité d'une planification qui est structurée, ciblée et qui prend en compte l'évaluation dès le départ. Maintenant, la question que moi je me pose, qu'on se pose, c'est est-ce que c'est suffisant pour mettre en place une évaluation soutien d'apprentissage au service de l'apprentissage, Assessment for Learning, une évaluation telle que Lavaux et Halal définissent comme une évaluation qui se fait en continu dans les activités d'apprentissage, qui implique l'élève dans le processus de manière forte, qui crée des synergies entre les situations formatives et sommatives. La planification efficace est l'un des 10 principes promus par l'Assessment Reform Group pour une évaluation pour apprendre. Alors, cette évaluation efficace doit donner des opportunités aux enseignants et aux élèves de récolter et d'utiliser de l'information sur la progression vers les cibles. Elle prévoit des stratégies pour faire comprendre aux élèves quelles sont les cibles et quels sont les critères, les faire approprier par les élèves. Elle prévoit comment les apprenants vont recevoir du feedback, des feedbacks réguliers, comment ils vont prendre part au processus d'évaluation, donc comment ils vont être impliqués dans le processus, et puis comment ils vont pouvoir être aidés à progresser. Donc la planification reste flexible, et il y a bien ce terme de flexible, cet adjectif de flexible qui est important, c'est-à-dire qu'elle reste adaptable. On a un projet, l'enseignant a un projet clair, mais le projet est préparé pour être adapté selon les circonstances. À cela s'ajoutent aussi les résultats de recherche sur l'expérience des enseignants, sur l'analyse des pratiques, qui montrent que les enseignants qui sont définis comme experts se contentent peu des planifications rigides, sont insatisfaits des plans rigides, les jugent inadéquats. Les enseignants qui sont des experts adaptatifs, et là je fais des liens avec la littérature anglophone, sont ceux qui sont capables de voir l'apprentissage du point de vue des élèves, de la perspective, on parlait hier d'être dans la tête des élèves, de les situer par rapport à des cibles d'apprentissage et de flexibiliser leur stratégie, car ils savent dans leurs plans initiaux exactement vers où ils doivent amener leurs élèves. Cette flexibilité est rendue possible grâce à une connaissance préalable des attentes et à la maîtrise de différentes stratégies. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour être un expert qui sait s'adapter. Alors, une planification flexible rassemble les différents critères de qualité d'une bonne, entre guillemets, planification qui ont été proposés dans un article de Molini. La planification flexible est hiérarchisée. À l'image du concept de conception à rebours, une planification flexible oriente l'enseignant dans la phase préactive, avant l'interaction avec les élèves, dans la construction d'un projet clair et précis. Elle permet d'en identifier les priorités qui seront les grandes balises du projet d'apprentissage et d'enseignement. Donc l'enseignant sait où il va, sait où il doit amener ses élèves, sans toutefois préparer l'intégralité de la séquence dans les détails, au risque de suivre une planification trop rigide. La planification flexible est dynamique. L'enseignant se prépare dans la phase interactive à adapter son plan initial, selon les événements de la classe, par exemple en prenant davantage de temps ou en accélérant lorsque ça va bien. Des retours en arrière, des sauts en avant sont favorisés. En fait, l'enseignant se prépare des espaces, conserve des espaces d'improvisation. Elle est interactive. La planification, l'enseignant dans sa planification prévoit de laisser un rôle important aux élèves, des éléments qui permettent la prise en compte de leurs réactions, de leurs besoins. Des moments sont prévus dans la planification afin de les impliquer dans certains choix, de modifier le projet initial et d'offrir des alternatives dans l'interaction avec les élèves. Quels sont les éléments qu'un enseignant peut prendre en compte dans sa planification dite flexible?
Il y a ici quelques exemples que j'ai tirés de la littérature en faisant une synthèse des éléments proposés dans la littérature. Premièrement, si on veut qu'elle soit hiérarchisée, l'enseignant définit des cibles. Avant tout, les cibles et les critères, donc les objectifs, les compétences, les niveaux de compétences, les critères qui soient qualitatifs, quantitatifs. Avant toute chose, donc en fait, il essaie de comprendre quelle est la réussite et de bien l'identifier, aussi en discutant avec des collègues, sur la base des plans d'études, cette analyse a priori qui devrait être la première chose à faire, avant de penser aux activités. Identifier, par exemple, les étapes de la séquence qui visent l'acquisition, donc l'apprentissage et l'évaluation de ressources, et les étapes qui visent l'apprentissage et l'évaluation de situations de compétences, d'intégration de ces ressources, de mobilisation de ces ressources. Il peut aussi planifier les différents moments, baliser le parcours avec des moments, identifier quels sont les moments, les situations qui seront plutôt formatives et celles qui seront sommatives. Toujours dans le but, dans l'intention de faire apprendre. Si on veut rendre la planification dynamique, le dynamisme de la planification en fait se base sur sa hiérarchisation. Si on a une planification qui est bien hiérarchisée, on va pouvoir se laisser des espaces en ayant identifié vraiment la ligne principale à suivre et l'arrivée du projet, on va pouvoir se permettre justement de pouvoir improviser, faire des retours en arrière, changer la planification initiale. Pour cela, en matière d'évaluation, si on veut rendre notre planification dynamique, on va prévoir des éléments, des moments réguliers pour pouvoir prendre de l'information pour réguler notre projet initial. Et au niveau interactif, l'enseignant peut prévoir des moments d'auto-évaluation, d'évaluation par les pairs, de co-évaluation. Il prévoit en fait différents moments, étapes où l'enseignant aura un véritable rôle d'acteur et non plus seulement de contributeur. Par exemple aussi en intégrant l'élève dans certains choix ou dans certaines discussions, par exemple, sur la construction, la co-construction de critères d'évaluation. Je voulais finir cette présentation en retournant sur certains éléments, en mettant en lien planification flexible et évaluation soutien d'apprentissage. Moi, quand je parle d'évaluation soutien d'apprentissage, je me réfère surtout à Lavaux et Halal, ou Halal et Lavaux, qui ont développé le concept d'assessment for learning en français. Donc, il y a 3 caractéristiques principales que je citais tout à l'heure. L'évaluation continue dans les activités d'apprentissage, l'évaluation, les synergies entre évaluation formative et sommative, et puis l'implication des élèves. Donc, une planification flexible, c'est en fait planifier le processus de régulation interactive. C'est prévoir les différents éléments que vous avez ici, des cibles, un contrôle de ces cibles, des feedbacks réguliers et des interventions différenciées pour que l'élève puisse atteindre la cible à certains endroits de la cible. Donc on est dans l'idée de développer une pratique quotidienne, comme ça a été évoqué hier, informelle, mais qui est ciblée, qui est rendue, un dialogue avec l'élève qui est interactif, qui est d'une pratique quotidienne en fait, de tous les jours, mais qui est ciblée. On sait où on va, donc du coup on peut plus facilement, de manière informelle, discuter avec l'élève pour lui donner de l'information et prendre nous de l'information. Mais en même temps, une planification permet aussi des moments, puis on l'a vu hier aussi dans certaines présentations, l'importance de l'informel, mais l'importance aussi du formel, aussi pour la relation extérieure à la classe, avec les parents, avec les autorités. Et ça permet à l'enseignant de formaliser les moments où il faut formaliser. Ça permet aussi à l'enseignant, en fait, une planification d'optimiser ses actions évaluatives, de les rendre les plus efficaces possibles pour se garder du temps pour l'essentiel, c'est-à-dire enseigner. Prévoir les cibles, etc., c'est aussi rendre possible des feedbacks dits efficaces dans la littérature, c'est-à-dire des feedbacks qui sont orientés vers des cibles claires, qui sont claires pour l'enseignant et l'élève, qui sont faits dans les moments opportuns, de manière régulière et progressive, à des moments où l'élève sera prêt, émotionnellement et cognitivement, à recevoir ce feedback. Au niveau des synergies entre évaluation formative et sommative, qui est un des grands chevals de bataille du concept d'évaluation soutien d'apprentissage, plus l'enseignant aura planifié
de manière flexible son projet, son dispositif d'enseignement, apprentissage, évaluation, plus on va favoriser, renforcer l'alignement curriculaire au départ et tout au long de la séquence, et renforcer le jugement professionnel en ayant prévu une structure, un dispositif, un projet qui permet de savoir quand est-ce que je vais prendre de l'information de manière informelle ou formelle. L'enseignant sera plus à même d'aller au-delà d'une évaluation sommative sur un temps T, mais sera plus à même de pouvoir trianguler différentes prises de données pour construire un jugement évaluatif à visée de certification tout au long de la séquence. Une planification flexible a pour but de favoriser l'implication des élèves. Donc planifier pour donner un véritable rôle aux élèves d'acteurs où l'évaluation en fait sert à apprendre, mais aussi une compétence pour apprendre, une capacité transversale qu'on développe chez l'élève. Développer ces compétences d'autorégulation dans des situations d'évaluation dites formatives, mais aussi sommatives, et puis avoir un impact sur les perceptions des apprenants en les impliquant dans certains moments que j'ai pu détailler avant, de leur montrer que finalement l'évaluation est au service de leurs apprentissages, est un outil pour eux pour progresser. Et puis, à certains moments, on peut co-construire avec eux, adapter le référentiel d'évaluation pour les laisser justement se l'approprier et l'utiliser. Vous l'aurez compris, dans la littérature, les chercheurs montrent l'importance de prendre l'évaluation en compte dès le départ de l'élaboration d'un projet d'enseignement-apprentissage, évaluation. Et d'ailleurs, c'était dans l'introduction de cette conférence de consensus, un concept d'évaluation, apprentissage, évaluation, vers une planification flexible pour permettre d'impliquer l'élève, de faire des synergies entre formatif et sommatif, et de faire une évaluation en continu dans les apprentissages, dans les activités d'apprentissage, intégrées aux activités d'apprentissage. Peut-être que la planification, et ça c'est encore à creuser, on est pour l'instant dans des hypothèses qui sont assez théoriques, mais quand même basées sur des données de recherche qui ne portent pas directement sur une planification flexible. Donc c'est encore à tester. Peut-être que c'est un moyen pour dépasser les intentions. Enfin déjà, les intentions de vouloir soutenir les apprentissages des élèves, c'est déjà un prérequis, on va dire. Mais si ce prérequis, dans certaines recherches, on voit que les enseignants, vont dire, oui, je veux soutenir les apprentissages des élèves, mais après, dans les pratiques, qu'est-ce qu'ils font? Comment faire? Donc peut-être que la planification est un levier qui serait utile, possible, pour justement mettre véritablement en œuvre ce projet professionnel. Merci beaucoup.